Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Dans cette émission, nous allons parler du diabète et de ses effets sur le corps et l'esprit. À ce titre, nous avons invité le docteur Myriam Knopp, qui est endocrinologue à l'hôpital Erasme, formée à la VUB et à l'University of Washington, Seattle. Elle dirige le centre de recherche sur le diabète de l'ULB. Avec son équipe, elle s'attache à mieux comprendre les diverses formes de diabète, type 1 et type 2, ainsi que les formes monogéniques. Donc, je vous remercie d'être avec nous, Dr Knopp. C'est un très très grand plaisir. Bonjour à tout le monde cet après-midi. Alors, nous avons également invité Monsieur Parmentier Kevin, qui est diététicien, qui est diplômé en nutrition et diététique, qui travaille au centre médical PsyMed, situé à Bruxelles. Alors, Monsieur Parmentier n'est pas encore avec nous. J'espère qu'il va trouver son chemin. Je rappelle à Monsieur Parmentier que nous sommes au 4e étage et donc nous vous attendons. Nous sommes en direct sur Arabelle FM. Nous avons aussi invité le docteur Ndé, qui est en chemin, qui va arriver dans quelques instants. Il est médecin généraliste. Il a déjà participé à une autre de nos émissions. Il est spécialisé tout particulièrement en prévention. Donc, il travaille sur la commune de Molenbeek. Il a une ASBL qui s'appelle l'ASBL Prevent. Donc voilà, Monsieur Ndé, je suis sûre que vous nous écoutez et je vous dis à dans quelques instants. Nous allons d'abord commencer du coup avec Dr Knopp. Alors, l'émission est réalisée en collaboration avec l'Espace Santé Famille qui est situé chaussée de Louvain à Saint-Josse. Vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8. Nous répondons également à toutes vos questions via la page Facebook Le Blic Virginie, puisque l'émission est rediffusée en live sur cette page Facebook. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en dessous du live, comme ça nous pourrons répondre directement. Alors en chiffres, c'est 442 millions. C'est un peu le chiffre du nombre d'adultes souffrant de diabète dans le monde, soit une personne sur 11. En 2018, il y avait 6,3% de la population belge qui avait eu un diagnostic de diabète. Donc le diabète, c'est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas n'arrive pas à produire suffisamment d'insuline ou alors que l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Donc l'insuline, c'est une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. L'hyperglycémie, c'est en effet fréquent, donc c'est ça qu'on retrouve dans le diabète qui est non contrôlé et qui conduit avec le temps à des atteintes graves de nombreux systèmes organiques et plus particulièrement des nerfs et des vaisseaux sanguins. Donc du coup, avec nos invités du jour, on va tenter de comprendre ce qui cause cette maladie et voilà, qui elle concerne, quelles sont les possibilités de prise en charge et bien plus encore. Donc Dr Knopp est avec nous, comme elle est diabétologue, je vais profiter de sa présence avec nous. Donc nous l'avons vu, le diabète, c'est un phénomène qui est fort répandu. Mais c'est quoi réellement le diabète et c'est quoi le travail finalement d'un diabétologue pour que nos éditeurs comprennent un petit peu? Oui, merci. Je voulais tout d'abord remercier Arabelle FM pour réaliser cette émission sur le diabète. Comme c'est une maladie qui est très fortement répandue et les chiffres actuels estime que 8% de la population en Belgique est touchée par le diabète. Donc, c'est vraiment une maladie qui a un impact majeur sur notre population, sur notre société et notre fonctionnement. Alors, qu'est-ce que c'est le diabète? C'est une augmentation du taux de sucre dans le sang. Et quand le sucre dans une prise de sang qui est faite à jeun dépasse 126 mg par décilitre, à ce moment-là, on parle du diabète. Donc, c'est pas un sucre qui est très, très élevé. On parle de diabète à partir de ce chiffre du taux de sucre. C'est une maladie chronique, ce qui veut dire que quand on développe le diabète, dans la grande majorité des cas, c'est une maladie qui va rester avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traitement qui est possible. En fait, au fil des années, il y a toute une série de traitements qui ont été développés et qui nous permettent maintenant de prendre en charge cette maladie. Je dois peut-être en 2021 vous rappeler qu'il y a juste 100 ans que l'insuline a été découverte par une équipe canadienne et quelques années plus tard, ce traitement a été mis sur le marché. En fait, ces chercheurs ont vendu la découverte pour $1 seul dollar, parce qu'ils ne voulaient pas profiter de cette découverte et ils voulaient rendre l'insuline
accessible à tout le monde. Et donc, depuis la découverte de l'insuline, il y a eu toute une série d'autres découvertes, d'autres thérapies qui permettent maintenant de prendre en charge cette maladie chronique et bien la soigner. Et donc, le travail du diabétologue, c'est de suivre les patients qui ont le diabète, c'est ça? Ou vous faites d'autres choses en plus? Je suppose que vous faites de la recherche aussi, peut-être? Absolument, oui. Donc, bien sûr, le travail clinique, je dirais, du diabétologue, mais aussi du médecin généraliste ou de l'équipe paramédicale, c'est de dépister, de diagnostiquer le diabète. C'est une étape essentielle parce que le diabète n'est pas nécessairement symptomatique. Cette augmentation du sucre ne se traduit pas toujours par des symptômes, et donc on peut rester diabétique des années sans le savoir. Donc, le dépistage, le diagnostic, c'est la première étape. La deuxième, c'est de prendre en charge ces gens. C'est une maladie chronique, comme je vous ai dit, qui va rester. Donc, il faut qu'il y ait une prise en charge de longue durée. Le travail du diabétologue va également être de choisir le traitement qui est le mieux adapté à la personne, parce que tout traitement ne va pas convenir à toute personne diabétique. Et je pense un travail essentiel pour le médecin généraliste, l'infirmière en diabétologie, le diététicien, le diabétologue, toute l'équipe qui prend la personne en charge, c'est également de prévenir les complications. C'est quelque chose dont on parlera plus tard, mais pour moi, ça c'est quelque chose d'essentiel pour préserver la santé de la personne diabétique. Parce que le diabète, comme vous l'avez dit, n'est pas seulement cette augmentation du taux de sucre, mais c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences au niveau des yeux, les reins, les pieds, le cœur, la circulation. Et donc notre travail, c'est aussi d'éviter ces complications pour préserver le capital santé de la personne. Alors, à côté de ça, il y a bien sûr la recherche, parce que comme j'ai déjà parlé de développement de nouveaux médicaments, je pourrais à l'occasion également parler de découverte de nouveaux types de diabète. Et donc, on n'avance pas s'il n'y a pas de recherche. Donc ça, c'est également quelque chose dans lequel j'investis beaucoup de temps et d'énergie, parce que je pense c'est en augmentant nos connaissances qu'on va pouvoir mieux aider les gens qui sont diabétiques, ou peut-être prévenir que cette maladie s'installe. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que Dr Ndé va arriver. Je suppose que vous collaborez aussi avec les médecins généralistes, les médecins de famille qui sont un peu en première ligne quand ils reçoivent des patients et qui doivent peut-être détecter aussi, parce que certaines personnes peuvent avoir des symptômes et ne pas savoir que c'est à cause du diabète. Et donc, à ce moment-là, c'est les médecins généralistes qui peut-être réfèrent vers un spécialiste comme vous, c'est ça ? Je pense que le rôle des généralistes et de tous les acteurs en première ligne est essentiel, parce que je vous disais, 8% de la population en Belgique est diabétique. Ce n'est pas une maladie qui peut uniquement être prise en charge par des spécialistes, par des diabétologues. Donc on a vraiment besoin non seulement de médecins en première ligne, mais aussi de diététiciennes, de kinésistes et Il y a plusieurs professionnels qui travaillent avec vous. C'est une prise en charge en équipe. Oui, c'est ça, pluridisciplinaire. D'accord. Oui. Et pour vous, qu'est-ce qui fait que ce diabète est en constante augmentation? Comment ça se fait qu'il y a une augmentation du diabète? Est-ce que c'est l'alimentation qui est à l'origine de cela? Pour répondre à cette question, je dois peut-être d'abord vous expliquer qu'il y a deux grands types de diabète. Il y a ce qu'on appelle maintenant le diabète de type 1, qui auparavant était appelé le diabète insulinodépendant ou le diabète de l'enfant, qui est donc un diabète qui va souvent s'installer chez les enfants, mais qui peut aussi s'installer chez les adultes. Et il y a le diabète de type 2, qui est ce qu'on appelait auparavant le diabète gras ou le diabète de vieillage. Alors, le diabète de type 1 représente à peu près 15% de tous les patients diabétiques. Le diabète de type 2 représente 80%. Et puis, il y a des types de diabète qui sont nombreux et qui sont plus rares que ces deux grandes classes. Alors, on sait qu'il y a une augmentation
dans la prévalence, donc dans le nombre de cas, et diabétiques de type 1 et personnes diabétiques de type 2. Pour le diabète de type 2, c'est très très clair que c'est associé à l'augmentation de l'obésité dans nos populations. Par exemple, les États-Unis qui ont un problème d'obésité beaucoup plus important encore que la Belgique, là on voit que le nombre de personnes diabétiques, ça a vraiment explosé. On parle d'une vraie épidémie d'obésité et de diabète qui est associée. C'est pas juste l'obésité, mais c'est aussi je vais utiliser un mauvais mot, mais la malbouffe, le fait de ne pas avoir une alimentation saine et équilibrée, et aussi la sédentarité qui joue un très très grand rôle dans le développement du diabète de type 2. Pour ce qui est le diabète de type 1, donc pour les deux types, je dois dire qu'il y a une augmentation importante au cours des dernières décennies. C'est pas qu'il y a une augmentation de 2%, de 5%, c'est vraiment le nombre de cas s'est multiplié. Et donc pour le diabète de type 1, on ne connaît pas très très bien les causes de cette augmentation. C'est possible qu'il y a des facteurs diététiques, peut-être des infections virales qui interviennent également. Il y a aussi une composante d'obésité. Chez l'enfant, on voit que quand les enfants deviennent obèses, qu'ils peuvent développer le diabète de type 1 plus jeune que chez des enfants qui sont non obèses. Mais donc, il y a encore beaucoup de choses. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne connaît pas très bien la raison. Et donc, du coup, quels sont les symptômes? Comment on peut savoir que, allez, on va avoir un diabète ou allez, moi j'ai déjà entendu des gens qui disaient je bois beaucoup, c'est peut-être que j'ai du diabète, hein. Vous savez, c'est un peu la médecine comme ça là entre nous, des grands-mères. Attention, quand tu commences à boire beaucoup, c'est qu'il y a peut-être un diabète. Est-ce que c'est vrai ça? Et alors, quels sont les symptômes où les gens devraient faire attention s'ils ont ce type de symptômes et peut-être aller voir leur médecin généraliste? Oui, donc première chose à savoir, c'est que, donc, comme je disais, on peut rester diabétique pendant très longtemps sans être symptomatique. Et donc les symptômes, ils vont seulement apparaître quand le sucre s'approche des 200. Quand le sucre est aux alentours de 200, on peut devenir symptomatique. Et les symptômes, effectivement, c'est le fait de beaucoup boire, parce que à partir d'un taux de sucre qui approche les 200, on commence à éliminer du sucre dans les urines. C'est une sorte de voie échappatoire, si je peux dire. Donc, c'est une façon du corps d'éliminer du sucre. Mais le fait qu'il y a du sucre dans les urines va attirer de l'eau. Et donc, ils boivent beaucoup parce qu'ils urinent beaucoup. Ah oui, voilà. Ça, c'est la séquence des événements. Donc, c'est souvent beaucoup uriné. Ce sont des gens qui doivent se lever la nuit pour aller faire pipi parce qu'il y a tellement d'urine qu'il faut se lever plusieurs fois la nuit pour faire pipi. Beaucoup d'urine dans la journée aussi. Une soif, bien sûr, parce qu'on élimine toute cette eau, donc il faut bien la compenser. L'erreur, souvent, c'est d'alors aller vers des boissons sucrées, qui fait encore augmenter le sucre. Et ce qu'on voit également, souvent dans cette situation, c'est une perte de poids. Cette perte de sucre dans les urines, c'est aussi une façon de faire disparaître des calories et les gens commencent à maigrir. Et peuvent maigrir de façon assez impressionnante, 10 kilos sur quelques semaines de temps, ça peut être impressionnant. Donc ces signes, c'est vraiment un signe d'alerte. Il faut tout de suite aller voir son médecin traitant et faire une prise de sang. Si on perd trop de poids, si on urine beaucoup, si on boit beaucoup, ça, ce sont des signes peut-être un peu avant-coureurs, quoi. Et donc, comment on détecte ça? C'est dans la prise de sang? On fera une prise de sang, préférentiellement à jeun, mais elle peut être faite à n'importe quel moment. Et sur base du taux de sucre, on va ou non diagnostiquer le diabète. Et quel est le type de diabète le plus dangereux ou le plus nocif pour le patient? Ça, c'est une question difficile. Je pense que beaucoup de gens vont dire c'est le diabète de type 1. Le diabète qui commence à jeune âge, qui
nécessite absolument un traitement par insuline, alors que le diabète de type 2 est un diabète qui s'installe plus insidieusement, plus lentement, qui au début peut être traité par un régime ou une activité physique, par la prise de médicaments. Mais en fait, les études montrent que les deux sont associés, s'ils ne sont pas bien pris en charge, les deux sont associés à des complications, des maladies et même des décès. Parfois, on peut perdre jusqu'à 10 à 15 ans d'espérance de vie si le diabète n'est pas bien pris en charge. Donc, il ne faut pas dire que le diabète de type 2, c'est pas grave parce que c'est plus insidieux. Je pense que toute personne diabétique a droit à une bonne prise en charge. Et on discutait tout à l'heure en plus avec notre régisseur, il me disait tiens, est-ce que tu crois qu'il faut vraiment arrêter complètement le sucre est-ce que c'est vraiment le sucre qui est la cause du diabète? Non, le sucre n'est pas la cause. Le sucre, chez une personne diabétique, il va pousser le sucre sanguin vers le haut, mais c'est pas à cause du sucre qu'on devienne diabétique. C'est certainement pas le cas pour le diabète de type 1, et pour le diabète de type 2, ça peut contribuer si c'est dans le cadre d'un excès de poids qui s'installe, par exemple. Mais une personne qui prend du sucre de façon raisonnable et qui a pour le reste un style de vie sain, une activité physique, là le sucre ne va en aucun cas induire un diabète. Donc c'est pas la prise de sucre qui fait qu'on devient diabétique. Mais il y a quand même cette histoire de devoir faire un certain régime alimentaire quand on est diabétique pourtant. C'est sûr et certain. Et je pense que c'est le traitement de base, c'est un traitement fondamental, très important. Mais donc ça c'est une fois qu'on est diabétique. À ce moment-là, ça devient intéressant de limiter la quantité de sucre, du sucre comme on le connaît, le goût sucré qu'on trouve dans les bonbons, les friandises, les limonades, tout ça. À ce moment-là, c'est conseillé de ne plus en prendre. De ne plus en consommer du tout alors. Ça, c'est l'idéal, oui. Et donc on remplace alors, je suppose, par d'autres choses. On peut utiliser des faux sucres, mais pour prendre l'exemple des limonades, je pense que c'est mieux de boire de l'eau ou des boissons non sucrées que de mettre du faux sucre dans des boissons artificielles. Donc, c'est une question aussi de goût, bien évidemment. Et par exemple, il y a des personnes qui disent qu'au lieu de consommer du sucre, elles vont consommer du miel, par exemple. Vous voyez, du miel d'abeille. Mais le miel, c'est aussi sucré, non? Bien sûr. Je dirais, ça va moins augmenter le taux de sucre dans le sang que du sucre pur, mais ça va quand même avoir cet effet. Donc, c'est pas une solution. Il y a aussi beaucoup de personnes qui disent, pour prévenir le diabète, il s'agirait aussi peut-être d'avoir une alimentation saine de base. C'est-à-dire, en effet, vous parliez d'obésité, mais le fait de manger sainement, ça pourrait protéger aussi la personne de développer un certain type de diabète de type 1 ou de type 2, mais vraiment le fait d'avoir une alimentation saine, on peut comprendre que de temps en temps on aime bien manger des sucreries, etc. Mais même de manger sainement avec des légumes, avec des fruits, avec des choses saines, il y avait cette idée de se dire même si on n'a pas le diabète, il faut quand même manger sainement parce que ça peut avoir un impact aussi sur le fait de développer un diabète. Et il y a aussi l'aspect génétique du diabète. On peut avoir le diabète parce qu'il y a peut-être aussi des parents ou des grands-parents qui ont le diabète. C'est possible ça aussi? Oui, là vous touchez un sujet qui me passionne. Mais peut-être d'abord répondre à votre question sur l'alimentation saine et équilibrée. Effectivement, c'est vraiment là qu'il faut travailler. C'est beaucoup mieux de travailler avant que la maladie s'est installée qu'après. Et donc la prévention, c'est essentiel, et par une alimentation saine et équilibrée, comme vous dites, fruits, légumes, c'est la base, et une activité physique, parce que ça c'est l'autre composante qui est très importante. On sait effectivement prévenir le développement du diabète de type 2. Il y a des études américaines, je vous disais qu'aux États-Unis, la situation est pire encore qu'en Europe, en Belgique, mais il y a des études des États-Unis qui montrent
il est possible de prévenir par un style de vie sain et équilibré 90% des cas de diabète. Donc c'est énorme. Donc il y a un potentiel là qui est énorme. Malheureusement, j'ai l'impression qu'en termes de santé publique, il n'y a pas suffisamment d'initiatives pour encourager, pour créer des possibilités pour que les gens puissent effectivement être mieux informés, renseignés sur qu'est-ce que c'est une alimentation saine, équilibrée, qu'est-ce qu'il faut faire comme activité physique pour se protéger contre le développement de ces maladies métaboliques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès peut-être à toutes ces informations-là. Hein. Je pense que c'est une question d'éducation de la population. Oui, tout à fait. Pour vous donner l'exemple d'un pays où l'intervention de l'État pour améliorer le style de vie a eu un impact considérable, c'est la Finlande. Dans la Finlande, dans les années 50, il y avait énormément d'infarctus du cœur. Et donc, les gens faisaient des attaques du cœur. C'était quelque chose de très, très répandu parce qu'ils avaient un taux de cholestérol extrêmement élevé par une alimentation qui n'était pas du tout adaptée, enfin, pas du tout saine. Et donc là, l'État est intervenu et a pu, par des informations, vraiment une prise en charge, améliorer l'alimentation de la population finlandaise. Et ceci a vraiment réduit la prévalence de ces maladies cardiovasculaires de façon impressionnante. Donc c'est possible, mais ça nécessite un investissement de l'État. Oui, clairement, c'est aussi financier, quoi. Mais écoutez, c'est hyper passionnant. On sent que vous êtes passionné par votre métier. C'est vraiment très agréable de vous écouter. On va, chers auditeurs, devoir faire une petite pause. Il y a le docteur Ndé qui nous a rejoint et qui va être avec nous. Donc, on va s'installer. Après la pause, on continue et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Je les transmettrai à nos médecins et à nos spécialistes. Donc, restez en ligne avec nous au 106.8. On revient dans quelques instants sur Arabelle FM. Nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Le docteur Ndé nous a rejoint nous étions déjà avec le docteur Knop, qui est diabétologue et endocrinologue à l'hôpital Erasme. Docteur Ndé est médecin généraliste, il travaille beaucoup dans la prévention. Il était déjà venu dans une émission sur on avait parlé de toxicomanie ou d'addiction, je pense, et vous aviez parlé vous êtes aussi tabacologue. Et donc, voilà, merci de nous avoir rejoints. Oui, vous pouvez prendre le micro près de vous. On a dû s'installer vite fait pendant la pause. Donc voilà, merci Dr Ndé d'être avec nous. Du coup, Dr Knop, elle nous a fait une chouette introduction. Elle est là, donc elle est via Skype. Hein, vous la voyez sur l'écran derrière moi. Moi, je la vois en face, donc je regarde en face. La magie de la technologie, c'est pas pareil. Voilà. Dr Knop, vous nous voyez bien ? Oui, sans problème. Ah super, c'est génial. Ok, alors je vais revenir vers Dr Ndé. On va voir un petit peu. Je voulais savoir un petit peu comment un médecin généraliste en première ligne, il travaillait avec des patients souffrant de diabète. Je suppose qu'il faut déjà le détecter aussi. Oui, disons que je vais peut-être faire une petite correction, entre guillemets. Je suis épidémiologiste surtout. Ah oui, épidémiologiste. Et donc spécialisé en santé publique. Mais comme je suis également médecin du travail, on fait beaucoup face aux personnes diabétiques. Il faut dire que sur le plan épidémiologique, en une dizaine d'années, quand même, le diabète, la prévalence est passée de pratiquement 5,1 à, je ne sais pas si le docteur en a parlé tantôt, à pratiquement 6,1, et c'est énorme. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça, la sédentarité de plus en plus, notre alimentation, je suppose que le docteur en a parlé. Et donc, ici, en médecine du travail, où on fait vraiment, on est en première ligne, si on veut, dans certaines professions spécifiquement, par exemple, les conducteurs de taxi, les chauffeurs de camions, on doit, avant de leur délivrer une autorisation médicale de rouler, s'assurer qu'ils n'ont pas un diabète, ou alors que leur diabète, s'ils en ont, est bien contrôlé. Et donc, cette prévalence reste élevée en milieu professionnel également. Ils doivent avoir une prise en charge adaptée. C'est ce que le docteur Knop nous disait, c'est que dans le type 1 ou dans le type 2, en fait, s'ils ne prennent pas soin de leur diabète et de leur corps, finalement, le risque, c'est que ça finisse pas bien, en fait. C'est un peu ça. Hein. Donc,
Donc c'est ça effectivement. Donc ici, en tout cas en ce qui nous concerne en santé au travail, quand les personnes sont mal suivies, on a vraiment des complications immédiates qui sont liées à leur maladie, déjà mal contrôlées, mais on a aussi les risques chroniques, de chronicité, parce que les organes vont être affectés progressivement dans le temps. On va avoir les reins qui vont être affectés, on va avoir d'autres organes. Et quand ça s'associe encore avec d'autres facteurs de risque, parce que le diabète est un facteur de risque cardiovasculaire, donc quand ça va s'associer avec d'autres facteurs de risque, mais ça va être vraiment un cocktail de danger. C'est pour ça que sur le plan professionnel, on est très vigilant, parce que imaginez un chauffeur taxi qui a une complication rétinienne, tu vois, donc qui à un moment ne sait pas avoir une bonne vision. Parce que l'une des complications d'un diabète mal contrôlé, c'est aussi la rétine qui va être affectée et la vision. Donc ça, c'est un chauffeur camion, c'est encore pire. Vous voyez, donc c'est quand même une pathologie qui, au-delà de la population générale, sur le plan professionnel aussi, est un véritable problème de santé publique. Ouais. Et donc on est très vigilant là-dessus. Parfois, ils ne comprennent pas. Quand ils viennent pour une consultation, on leur dit qu'on ne peut pas leur autoriser la conduite et ils sont fâchés parce qu'ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils représentent pour la société s'ils ont un souci sur la route alors qu'ils roulent un camion qui dérape parce que le monsieur ne voit pas bien. Vous imaginez la catastrophe. Donc parfois on leur explique, et si on n'a pas l'avis d'un diabétologue qui les surveille avec le contrôle, parce qu'on a un élément pour contrôler l'équilibrage du diabète, c'est l'hémoglobine glycylée. Parce que si quelqu'un peut venir avec une glycémie normale alors que son diabète n'est pas si contrôlé que ça, donc on a d'autres éléments et on fait appel à ces examens-là, et tant que le diabétologue ne nous confirme pas que cette personne est bien suivie, on ne va pas donner une autorisation de rouler. Pour vous dire à quel point c'est important d'être vigilant à ce niveau. Docteur Knopp, comment comment on suit, comment on contrôle, comment on prend en charge alors les patients qui souffrent de diabète? Oui, c'est une bonne question et le docteur Ndé a déjà mentionné cette mesure qu'on fait dans une prise de sang qui est l'hémoglobine glyquée. On appelle ça également l'hémoglobine A1C. Ce sont des termes compliqués, mais c'est quelque chose qui va se rajouter à la surveillance du taux de sucre. Alors, je commencerai peut-être par le taux de sucre, parce que le taux de sucre, il est intéressant également à le suivre, pas seulement dans la prise de sang, mais aussi avec les lecteurs de glycémie, les glucomètres, que les patients peuvent utiliser eux-mêmes chez eux pour surveiller si le taux de sucre est bien équilibré. Et quand on est devant une personne qui est en bonne santé, à part ce diabète qui s'est installé, on va vraiment essayer de mettre le sucre à un même niveau qu'une personne non diabétique. Donc, l'idée n'est pas que pour une personne diabétique, 200, 250, ça va encore. Non, on va vraiment essayer, pour prévenir les complications du diabète, de rapprocher le taux de sucre vers les 100 mg par décilitre, qui est le taux de sucre d'une personne non diabétique. Donc ça, c'est la surveillance de la glycémie, du sucre, par la prise de sang ou par l'appareil que le patient utilise lui-même. Et alors la deuxième chose, c'est cette hémoglobine glyquée qui est une réflexion de comment a été l'équilibre du diabète les 2-3 mois avant la prise de sang. On sait voir alors si la personne a bien pris soin d'elle, les 2-3 mois avant la prise de sang. Et donc, pour l'hémoglobine glyquée, on essayera à nouveau de la rapprocher le plus vers une valeur normale. Normalement, l'hémoglobine glyquée est entre 4 et 6%. Donc, pour une personne diabétique, on essaiera de rester en dessous de 7%. Ça, c'est une deuxième façon de suivre le diabète. Mais il y a également, dans le suivi du diabète, le dépistage des complications chroniques. Dr Ndé a évoqué les problèmes au niveau des yeux. Le diabète est la première cause de cécité dans notre population. C'est quelque chose qui doit vraiment être recherché, parce que si on trouve ces complications dans une phase précoce, on sait les traiter, on sait prendre ça en charge et éviter que la personne perde la vue. Et la même chose pour les reins et les pieds.
et le système cardiovasculaire, donc les infarctus, les thromboses, les problèmes de circulation en général. Donc, le suivi des patients diabétiques, ce n'est pas seulement surveiller si le taux de sucre reste bien équilibré, mais également aller rechercher ces complications dans des phases précoces avant que ça soit symptomatique. Donc avant qu'il y ait des signes au niveau des yeux, avant qu'il y ait des signes au niveau des reins, on va faire des examens pour aller rechercher le tout début de ces complications. Moi, j'ai parfois, parce que je suis psychologue aussi, mais j'ai parfois des familles qui viennent me voir parce que la personne refuse son traitement et n'accepte pas sa maladie. Donc, ça peut arriver, Dr Ndé, que des personnes, enfin voilà, vous êtes médecin, je suppose, vous voyez aussi des familles dans vos consultations ou des personnes qui souffrent de diabète. Vous disiez, parfois, il y a des personnes, dans le cadre de leur travail, ne peuvent pas se voir délivrer une attestation. Mais il y a aussi des gens qui n'acceptent pas ce diabète et qui ne le traitent pas bien. Comment on fait pour leur faire comprendre que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger et que c'est quand même quelque chose qui peut vraiment mal tourner si ce n'est pas bien soigné? Il faut prendre le temps d'expliquer tout ça? Tout à fait. Ça, c'est un point très important que vous relevez là. Et si je vais mettre ma casquette d'épidémiologiste et de spécialiste en santé publique pour dire à ce sujet l'importance fondamentale de la sensibilisation. C'est ça. S'il n'y a pas une adhésion, s'il n'y a pas déjà une compréhension de la problématique par le patient, on est mal parti. Il faut une sensibilisation, il faut comprendre le problème, il faut en parler. C'est pas quelque chose de tabou. Malheureusement, il y a des gens qui, comme pour beaucoup d'autres maladies, sont dans le déni parfois, une sorte de voilà, ils n'acceptent pas, ils ne veulent pas. Et dans nos communautés, en tout cas moi je suis d'origine d'Afrique subsaharienne, et ça se voit. Hein. Je ne sais pas. Mais honnêtement, c'est un problème fondamental. Parfois, on a des comportements c'est pas pour stigmatiser, hein, c'est vraiment pour comprendre que c'est un problème, et probablement dans d'autres communautés aussi peut-être. Mais parfois, on veut aller avec des traitements naturels, oui, genre de grand-mère, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on pense à des choses locales, des tisanes et des choses comme ça. Alors que la médecine moderne est là avec les preuves de son fonctionnement. Dr Knopali dit, hein, plus tôt on détecte, mieux ça va parce qu'on sait prendre en charge. Mais si on s'avance comme on le fait, parce que soit on ne traite pas parce qu'on nie, ou bien on est dans le déni, ou bien on rejette, on n'a pas envie de prendre des médicaments pour une maladie qui a priori ne donne pas de symptômes. Hein. C'est pas comme si on a une grippe et qu'on a des céphalées, on a de la fièvre. Le diabète, on n'a rien apparemment, sauf quand on a des complications. Ok, on peut uriner un peu trop la nuit, on se lève pour aller faire pipi, mais parfois on peut faire un dépistage et se rendre compte que la personne n'avait même pas de symptômes, pourtant elle est déjà dans un schéma de diabétique. Donc a priori, traiter quelqu'un qui n'a pas de symptômes chez nous, ça, on ne comprend pas. Donc il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, et comme pour d'autres choses, l'hypertension et autres choses aussi, tant qu'on ne souffre pas réellement, on rejette. Donc, il faut sensibiliser les gens. Il faut absolument qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui se passent, même s'ils ne ressentent rien. Et c'est un travail vraiment de fond à faire. Et on ne devrait pas se limiter. C'est dommage quand je vois parfois dans les écoles des distributeurs de canettes, des distributeurs de sucreries. Des enfants sont déjà baptisés, ils sont déjà initiés à des choses. Alors que si on affichait plutôt des messages de sensibilisation et communication, ça permettrait de se rendre compte de la difficulté de la chose et de l'importance de se traiter et de même de se diagnostiquer. Oui, après c'est vrai que je pense que enfance égale bonbon, égale insouciance, on associe toujours un peu ça. Ouais, c'est vrai que si on privait les enfants de bonbons, enfin tous les enfants de bonbons, voilà, ça, on dirait mais à quoi ça va être un enfant alors bon, j'exagère, mais j'ai vu qu'on pouvait faire les bonbons soi-même aussi. Enfin, mais ceci dit, si tu permets, je te dois, on se connaît maintenant. Ceci dit, tout est dans la tête. Hein. Si on initie les enfants, franchement, c'est l'âge auquel on peut encore faire passer beaucoup de choses sans obliger. Mais même avec des petits jeux. De leur apprendre d'avoir une meilleure alimentation. Voilà, c'est ça. Petit je déjà. Je vous assure, ça fonctionne parce que les enfants, ils prennent ce qu'on donne. Si vous donnez des bonbons, ils vont en prendre. Et pour retirer après, ce sera problématique. Si on donne des fruits, je vous assure, j'ai fait l'expérience chez des gamins. J'ai supprimé les jus du frigo. Il y a de l'eau, il y a des fruits. Au début, c'était un peu... mais maintenant, je vous assure, quand ils rentrent de l'école, ils me disent, papa, il y a l'anniversaire de Natacha, on a apporté des bonbons, j'étais étonné. Donc,
Je les ai travaillés dans un autre sens, au point que quand on apporte des bonbons, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on apporte des bonbons? Si, mon papa m'a dit que les bonbons, c'est pas bon pour la santé. Oui, donc, ça c'est vrai. Bon, oui, donc il y a toute une éducation évidemment absolument. À faire. Dommage que Monsieur Parmentier n'est pas là. C'est vrai qu'il nous parlerait un peu plus de l'alimentation aussi. Mais c'est vrai qu'on a ce petit travail un petit peu à faire. Il y avait autre chose, Dr Knopp, dont je voulais parler. C'est est-ce que c'est vrai que le diabète peut avoir un impact aussi sur l'humeur de la personne? On dit souvent que les personnes diabétiques sont plus irritables, plus nerveuses. Ça s'explique comment ça? Je pense qu'il y a deux situations. La première, qui est vraiment une cause d'irritabilité et même d'agression, c'est l'hypoglycémie. Ah oui. Donc, chez une personne qui est traitée par insuline, mais ça peut aussi arriver avec des cachets, donc des cachets pour traiter le diabète. Donc, prenons l'exemple de l'insuline. Donc, une personne traitée par insuline, si cette personne s'injecte un peu trop d'insuline par rapport à ce que la personne a mangé au repas, il se peut que le taux de sucre descende en dessous de la valeur 60 et 60-70. Et à ce moment-là, c'est un état où le cerveau ne reçoit plus assez de sucre pour correctement fonctionner. Et ça peut commencer par des symptômes d'irritabilité, même parfois avec des agressions. Oui, on a eu ça. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment se sont lancés dans des bagarres, des situations très, très, très difficiles. Mais donc, là, il suffit juste de faire remonter la glycémie à un niveau de 100 et ces symptômes disparaissent. Donc ça, c'est l'irritabilité qui est expliquée par des fluctuations dans le taux de sucre dans le sang. L'autre aspect, je dirais en termes psychologiques, on sait que le diabète est associé à une prévalence plus importante de dépression. Et donc ça, c'est également quelque chose qui peut jouer. C'est vrai pour le diabète, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de maladies chroniques. C'est quelque chose qui peut parfois peser, qui peut parfois être difficile. Tout à fait. C'est vrai que, et un des symptômes de la dépression, c'est aussi l'irritabilité. Donc là, c'est plutôt la psychologue qui parle, mais oui, tout à fait. Donc, du coup, les maladies chroniques ont un impact sur la santé mentale, et ça, on le sait. Et l'inverse aussi, d'ailleurs. Mais écoutez, on va s'arrêter quelques instants. On va recommencer la dernière partie de notre émission. Donc, c'est la deuxième partie de notre émission. Nous allons continuer avec Dr Ndé et Dr Knopp. Et pendant la pause, je vais demander au régisseur d'éteindre la ventilation qu'il met dans mon visage et qui me fait tousser. Et donc je m'excuse, chers auditeurs, et je vous dis à tout de suite. Voilà. Chers auditeurs, nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de diabète et comme nous le disaient le Dr Ndé et le Dr Knopp, c'est hyper important justement d'en parler et tous deux sont très contents qu'on en parle aujourd'hui parce que justement, le fait d'en parler, c'est aussi une certaine sensibilisation et une certaine prévention. Comme disait le Dr Ndé, certains personnes, quand elles doivent faire face au diabète, elles n'ont aucun symptôme, vraiment de gros symptômes. Elles se disent « Oh, j'ai pas besoin de faire ces piqûres, de m'injecter de l'insuline, j'ai pas besoin d'être suivie par un diabétologue, je vais bien, je me sens bien. » Et donc, on disait justement que c'était pas si facile que ça et que c'était hyper important d'en parler. Voilà, moi je voulais savoir un petit peu, Dr Ndé, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des familles qui ont peut-être du mal à gérer la personne qui souffre de diabète, à gérer aussi le fait qu'elle ne souhaite pas se soigner ou elle ne souhaite pas être accompagnée voilà, en tant que médecin de famille aussi, comment on fait pour accompagner ces familles et les conseiller? Alors ici, tu touches un point très important pour Prevents. Tu sais que oui, je sais que vous êtes que tu es dans une association de prévention, oui. Prévention. Donc Prevents ASBL. Avec ça, nous avons entre autres justement dans nos activités, puisque nous faisons des dépistages à l'occasion des événements, marchés, événements de foire. Nous avons notre bus. Quand nous déplaçons, on se met là, on fait des dépistages, des conseils santé. Alors ce qu'on remarque, parce qu'on a aussi une activité d'écoute.
Et donc, on a une ligne où les gens peuvent téléphoner pour expliquer un peu ce qui se passe dans leur famille, que ce soit pour le tabac et autres. Alors, en ce qui concerne le diabète, effectivement, il y a des personnes qui en souffrent dans les familles, qui en souffrent parce qu'elles se sentent un peu... Elles sont déjà différentes des autres. Elles se posent la question, mais pourquoi moi j'ai ce diabète dans une famille où tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Oui. Et donc, ça entraîne parfois une sorte de renfermement sur soi chez certaines personnes, malheureusement. Et pour les familles qui ont des diabétiques, ce n'est jamais un problème global, hein, que tout le monde se comporte d'une certaine façon par rapport au diabète. C'est plutôt les familles qui souffrent du fait de devoir s'occuper d'une personne diabétique. Et parce que ça demande quand même des investissements. L'alimentation doit être différente. Il faut changer l'alimentation. Il faut des médicaments régulièrement. Il faut surveiller l'alimentation. Du coup, on doit surveiller sa propre alimentation parce qu'on mange ensemble dans la maison. On prépare la même nourriture. Si on fait une nourriture qui est, enfin, un repas, on va dire, qui n'est pas conforme à l'alimentation du diabétique qui vit avec nous, c'est problématique. Donc, on doit s'adapter aussi quelque part à son alimentation. Et quand on sait que dans un ménage, en général, l'alimentation, c'est pas non plus donné. Je veux dire, on doit faire les efforts déjà pour manger normalement. S'il faut faire encore des efforts, ça fait que des familles, effectivement, souffrent de ce problème. Et il faut leur trouver des mots pour montrer qu'on peut... Il faut d'abord des diététiciens aussi, hein, qui puissent permettre de comprendre qu'il y a des alimentations qui sont simples, mais aussi bonnes. Parce que on pense souvent que ce qui est bon, en fait, la classe est souvent bien à goûter, hein. Oui. Mais il faut des bons diététiciens et des nutritionnistes dans les équipes pour toucher ces familles-là et leur expliquer qu'il y a des bonnes alimentations pour lesquelles on n'a pas besoin de beaucoup dépenser, mais tout en restant sainement, en consommant de façon saine, quoi. Oui. Et donc, c'est important d'aller voir le diététicien aussi, des diététiciens qui sont spécialisés dans le diabète. Absolument. Dans la maison médicale, un diabétique doit être suivi vraiment par une équipe entière. Enfin, le docteur Knop. Elle l'a dit tout à l'heure, docteur Knop. Voilà. Elle a dit que c'était une prise en charge pluridisciplinaire, qu'il y avait même des kinés qui devaient prendre en charge les patients diabétiques. Et docteur Knop, justement, quelles sont les atteintes qu'une personne qui ne suit pas bien son traitement, qui ne suit pas bien son diabète, quel type d'atteinte au niveau corporel il peut y avoir? De complications, les complications qu'on peut avoir quand on est diabétique. On fait la distinction entre deux types de complications. Les complications aiguës, donc les complications immédiates de ne pas suivre son traitement. Et ça, c'est donc l'augmentation, mais qui peut être très dramatique du taux de sucre. Et ça peut conduire à ce qu'on appelle le coma du diabète. Pas le coma de l'hypoglycémie, mais le coma de l'hyperglycémie, où les personnes se retrouvent dans une situation qui est très, très dangereuse et qui nécessite une prise en charge aux soins intensifs souvent. Donc ça, c'est une première complication aiguë si on ne suit pas son traitement. Et puis, il y a les complications chroniques qui ont déjà été évoquées par le Dr Ndé, hein, au niveau des yeux, les reins, les pieds et le cœur et la circulation. Ça, ce sont les complications chroniques qui s'installent, mais qui sont souvent insidieux. Ils prennent des années avant de se manifester. Mais donc, ces complications, si le diabète n'est pas bien traité, si le taux de sucre reste trop élevé, ces complications vont s'installer. Ça va prendre des années. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on sait les dépister et les prendre en charge avant que la personne devienne aveugle ou avant qu'elle nécessite une dialyse, parce que malheureusement, l'insuffisance rénale, donc la perte de la fonction des reins, c'est également une complication très fréquente du diabète et qui finit par, les gens finissent par avoir besoin de dialyse pour survivre. Mais donc, toutes ces complications chroniques, ce sont des complications qu'on peut dépister tout au début et à nouveau on peut intervenir et traiter avant que pour éviter que ça s'accélère ou ça s'aggrave. Et moi j'avais entendu aussi qu'il y avait des amputations parfois. C'est possible ça? On ampute parfois des pieds quand on est diabétique? Oui, quand c'est trop grave, mais dans quel cas on doit aller jusqu'à l'amputation des pieds? Mais justement, je crois que du fait justement des petites blessures chez les diabétiques peuvent se compliquer très rapidement parce qu'ils ont trop de sucre
Et les bactéries vont très vite se développer. En tout cas, le docteur Knopp, peut-être, elle va mieux développer parce qu'elle est clinicienne. Et donc, on va avoir les ulcères, des nécroses, des pieds qui peuvent vraiment avoir du mal à cicatriser, des blessures, des plaies qui peuvent avoir du mal à cicatriser. Il faut vraiment, chez les diabétiques, surtout mal équilibrés, éviter des blessures. Parce que ce sont des situations qui arrivent parfois à des amputations. Mais parfois, j'entends ça souvent chez les personnes âgées, mais parfois, quand on devient vieux, évidemment, on se déplace plus difficilement. Parfois, on peut se blesser en se cognant. Et donc, le risque, c'est ça, c'est d'avoir une infection et de se blesser avec une infection. Docteur Knopp, vous pouvez nous éclairer un petit peu par rapport à ça ? Oui, c'est effectivement ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est chez une personne diabétique où le diabète n'a pas été très très bien contrôlé pendant des années, ces personnes vont perdre la sensibilité au niveau des pieds. C'est ce qu'on appelle la neuropathie. Ça veut dire que les nerfs sont atteints. Ça peut donner parfois des picotements ou des brûlures, des douleurs, mais ça peut aussi juste être asymptomatique. Mais les gens ne se rendent pas compte, mais ils perdent vraiment la sensibilité au niveau des orteils, au niveau des pieds. Et donc, quand il y a une blessure, il se peut que la personne ne se rende même pas compte. Donc, il y a effectivement ce risque d'infection, mais il y a aussi le risque que la personne n'a pas aperçu qu'il y a un problème au niveau d'un orteil ou que il y a par exemple une punaise qui était ils ont marché sur une punaise, ils se sont pas aperçus et donc ce sont des plaies qui peuvent évoluer très mal. Souvent aussi parce qu'il y a une composante de diminution de circulation de sang au niveau des pieds. Donc, c'est tout cet ensemble qui fait que ça peut donner de très, très vaches, ce qu'on appelle le mal perforant. Hein. Ce sont des plaies au niveau de la face plantaire du pied qui peuvent évoluer très, très mal. Et si ce n'est pas diagnostiqué à temps, effectivement, ça peut nécessiter amputation d'un orteil, par exemple, mais parfois d'un pied ou même d'une jambe. Et pourquoi les pieds? Pourquoi seulement le bas du corps, en fait? Pourquoi pas les mains? Moi, c'est peut-être des questions un peu trop compliquées, un peu trop... C'est tout à fait intelligent. Non, ce sont des nerfs qui sont très longs. Ce sont les longs nerfs qui sont les premiers pour être atteints. Les premiers nerfs atteints, ce sont les longs nerfs, c'est ça? Ok. Exactement. Waouh, ça fait quand même peur, mais du coup, c'est vrai, quand on entend ça, on se dit, ce serait quand même plus chouette si on arrivait à bien stabiliser, à bien travailler sur ça et à bien prendre en charge le diabète. Il y a aussi donc les différents traitements. C'est quoi, Dr Knopp? Il y a des traitements médicamenteux, tout à l'heure vous avez dit, et puis c'est des piqûres, c'est ça? Comment ça marche pour se soigner alors? Quand on dit il faut suivre son traitement, c'est quoi le traitement? Alors, il y a différents types de traitements, mais je vais revenir là-dessus. Je pense que la première chose, c'est une alimentation saine, équilibrée et de l'activité physique. Ça, c'est vraiment la base pour toute personne diabétique. Après, il faut choisir le traitement en fonction du type de diabète. Et donc, je vous ai déjà dit, le diabète de type 1, c'est l'insuline. Ça, c'est le traitement pour le diabète de type 1. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de choix et c'est vraiment le traitement qui est le mieux approprié pour ce type de diabète. Ça, ce sont des piqûres qu'on se fait soi-même, c'est ça? Exactement. L'insuline, elle est donnée par piqûre ou également par pompe à insuline. Donc, c'est une sorte de pompe qui donne en permanence une petite infusion d'insuline sous la peau. Donc, ça, c'est pour ce qui est le traitement par insuline. Puis, pour le diabète de type 2 ou pour d'autres types de diabète héréditaire, il y a également des traitements par médicaments, donc prise de cachet par la bouche. Et on a, pour traiter le diabète de type 2 actuellement, pas moins que 8 classes de différents types de médicaments, plus encore une classe à part qui est également injectée. Donc, il y a un autre traitement qui est fait par injection, qui n'est pas de l'insuline, mais qui peut également être utile dans le traitement du diabète de type 2. Et je pense que ça, c'est un petit peu le travail qui doit être fait ensemble entre les généralistes et les diabétologues, de voir pour quel patient, quel est le traitement qui est le plus approprié. C'est en fonction de la personnalité du patient, et donc le médecin de famille connaît peut-être mieux le patient, c'est ça?
Vous dites ça? C'est pas juste une question de personnalité, c'est je dirais le choix de la personne va bien sûr être très important dans la décision quel traitement on va prescrire, parce qu'il y a des avantages, des désavantages avec ces différents types de médicaments, mais il y a aussi des situations où un médicament ne peut pas être utilisé, par exemple chez une personne qui a des reins qui ne fonctionnent plus très bien, là où il faut être prudent avec la prescription de certains médicaments. Mais plus important encore, je dirais que c'est le type de diabète qui va nous aider à choisir le traitement le plus approprié. Ça, c'est également, je pense, un travail du diabétologue d'identifier non seulement que la personne est diabétique, de poser le diagnostic de diabète, mais ensuite de se poser la question, mais nom de Dieu, pourquoi est-ce que cette personne est devenue diabétique? Est-ce qu'il s'agit d'un diabète de type 1? Est-ce qu'il s'agit d'un diabète de type 2? Est-ce qu'il s'agit d'un diabète héréditaire? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a à peu près 50 types d'autres formes de diabète qui sont souvent héréditaires, et on sait, si on arrive à poser le diagnostic, on sait adapter le traitement pour que ça corresponde au mieux au type de diabète et à la personne, bien évidemment. Oui, donc c'est pas si évident que ça. Donc c'est hyper important qu'il y ait une collaboration entre les médecins et les intervenants autour du patient. Je me demandais aussi, Dr Ndé, du coup vous parliez aussi qu'il y avait aussi d'autres interventions qui étaient importantes. On a parlé de l'alimentation, mais l'exercice physique, il faut faire de l'exercice ou pas? Parce qu'on se dit oui, mais bon, s'ils ont déjà des difficultés, qu'ils font des hypos, des hyper, etc., est-ce que c'est pas dangereux de faire de l'exercice physique? C'est vrai que a priori c'est logique cette question, effectivement, oui. Parce que si on ne suit pas bien son traitement, ou alors si on n'est pas vigilant, on peut effectivement, lors de l'exercice, déjà pour quelqu'un de normal, quand il fait un exercice physique, s'il ne s'est pas alimenté correctement, il peut rentrer en hypoglycémie, effectivement. Ça, on a des malaises pendant qu'on fait du sport, oui. Et d'ailleurs, Prevents ASBL, dans notre projet sportif, qu'on appelle Sportez-vous bien, le but, c'est aussi d'accompagner les diabétiques, les personnes qui ont un diabète, parce que le fait de pratiquer le sport va faciliter la réponse thérapeutique. Ça va faciliter l'exercice physique par des mécanismes physiologiques que le docteur Knops va expliquer certainement. Moi, je vais me limiter au fait que nous, on fait des sports, on sait que c'est bénéfique parce qu'on va avoir une facilitation du transport du glucose, etc. Le métabolisme va être facilité par le sport. Et donc, nous mettons ça dans notre programme, mais nous disons toujours à nos diabétiques, nos personnes qui viennent pratiquer le sport avec nous, de se faire suivre. D'ailleurs, nous demandons une attestation de leur médecin pour être sûr qu'ils comprennent le fonctionnement, comment ils doivent s'alimenter avant de venir au sport. Et on ne les met pas non plus sous une grande pression de haute compétition. C'est question de rester dynamique et non pas sédentaire, parce qu'on sait que la sédentarité facilite ça. Mais le docteur Knopp, je préfère qu'elle explique tous les mécanismes physiologiques. Il y a d'autres mécanismes physiologiques par rapport à l'exercice physique, parce que c'est vrai que finalement on pourrait se dire aïe avec cette maladie, est-ce qu'on doit vraiment faire du sport, parce que ça semble un peu compliqué. J'avais un de mes patients à l'époque qui était un joueur de foot mais de haut niveau, donc il était en division, et en fait il faisait des malaises pendant ses matchs parce que justement, mais lui il voulait pas faire ses piqûres d'insuline. C'était un jeune mais qui était en division, et lui il refusait de faire, il acceptait pas sa maladie, c'était pour ça qu'il venait me voir. Mais du coup c'est vrai, est-ce qu'on peut faire du sport de haut niveau? Est-ce que c'est bien de faire du sport en sachant qu'on peut faire des hypos et des hyperglycémies, quoi? Oui, je répondrai d'abord, je pense que votre patient avait probablement un diabète de type 1, et c'est vrai que du sport de haut niveau, c'est pas très très facile à gérer le diabète, surtout s'il y a une certaine réticence de la personne à prendre ça en charge. Mais je dirais que notre attitude à l'heure actuelle, c'est qu'une personne diabétique de type 1 doit pouvoir devenir PDG d'une entreprise, être sportif du plus haut niveau. Donc il n'y a pas de... On veut vraiment assurer que les gens puissent avoir une vie la plus normale possible. Donc ça, c'est une première chose. J'aime beaucoup le nom que vous avez donné, le Dr Ndé, Sportez-vous bien.
C'est très bien. Mais ça ne nécessite pas absolument du sport. On pourrait également se dire, on va se promener et la marche, c'est quelque chose qui est aussi très très efficace pour diminuer le taux de sucre. C'est vraiment quelque chose qui peut contribuer à l'amélioration de l'équilibre du taux de sucre. Donc, ça ne nécessite pas nécessairement une salle de sport, par exemple, ou un équipement coûteux. Ça peut juste être de la marche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de patients, enfin moi j'ai des patients qui me disent mais moi j'arrive plus à marcher, j'ai mal partout, je me sens pas bien et j'ai pas envie d'aller faire du sport, voilà. C'est pas facile quand on est en surpoids d'aller faire du sport et de sortir, même marcher. Enfin, il y a des personnes pour qui ils sont très essoufflés. Enfin, au début, et je pense qu'au début, quand on est en surpoids, on est essoufflé quand on marche, mais au fur et à mesure qu'on perd du poids, on est de moins en moins essoufflé. Ça doit être ça. Tout est question d'habitude, effectivement. C'est ça. Parfois, on prend l'habitude d'aller tout doucement. Nous, on conseille aux gens de marcher. Et dans nos programmes de sportifs ou bien, on insiste. J'étais encore il y a 3 jours au centre-ville. J'étais étonné de voir les gens monter sur les escalators et ils s'arrêtent. Donc, ils se laissent monter. La sédentarité est rentrée dans nos gènes. Ou alors, quand vous arrivez dans une grande surface, tout le monde veut garer à côté de l'entrée. Moi, je cherche toujours le plus loin. Non seulement je vais marcher, mais je vais trouver la place parce que on est dynamique. Donc, on essaie d'éduquer les gens à la marche. Si on va au 8e étage d'un immeuble, on s'arrête au 6e, on marche pour la suite. Des petits trucs au quotidien. C'est des petites choses au quotidien. Voilà. On peut faire du sport au quotidien sans s'en rendre compte. Sans aller dans une salle de. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre les gens dynamiques, comme docteur disait, docteur Knop. Il faut pas aller s'inscrire dans une salle nécessairement. Il faut vraiment être dynamique, bouger, ne pas rester statique. Mais je pense que ça doit être pire en plus en cette période de Covid. Ça doit être catastrophique. Les gens sont enfermés chez eux, ils prennent du poids. Enfin, on en reparlera peut-être dans quelques minutes, juste après une petite pause. On va s'arrêter un tout petit peu et puis on revient encore après avec nos spécialistes. Mais c'est vraiment intéressant tout ce qu'on apprend aujourd'hui sur le diabète. En tout cas, moi, j'apprends plein de choses. Je suis très contente. Et moi aussi. Voilà. La question sur les nerfs les plus longs. Moi, je savais pas. Je m'apprêtais à dire que c'est parce que les pieds sont plus souvent au sol qu'on peut se blesser. Ok, super. Alors, on va continuer. Donc, à tout de suite sur Arabelle FM au 106.8. Santé pour tous revient dans quelques instants, chers auditeurs. Voilà, nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Nous parlons de diabète aujourd'hui avec nos spécialistes. Alors, on parlait justement un peu avant la pause d'exercice physique. Et je me demandais, docteur Knop, est-ce que on pourrait dire que les personnes qui ont peu d'activité physique risquent de mettre à mal leur traitement et leur suivi en diabétologie? Je pense que l'activité physique, que ce soit la marche ou une activité sportive ou de l'activité qui est faite dans nos activités de tous les jours, comme par exemple prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, comme le docteur Ndé disait, ça fait partie de la prise en charge de la personne diabétique parce que ça permet d'améliorer le taux de sucre. Mais une chose qu'on n'a pas encore dit, et c'est quand même important également, c'est que l'activité physique est également bien pour l'hypertension, le taux de cholestérol, l'excès de poids, la santé du cœur. Et donc, c'est un traitement, comme l'alimentation, qui aura des effets bénéfiques sur l'ensemble des facteurs de risque chez la personne diabétique. Et donc, c'est quelque chose qui est, je dirais, vraiment la base du traitement. Il se peut que l'activité physique et l'alimentation ne suffisent pas pour maintenir le sucre contrôlé. Et là, c'est à ce moment-là que les médecins peuvent venir rajouter des médicaments ou des médicaments pris par voie orale ou injectés ou de l'insuline selon le type de diabète. Et comment ça se fait que ça ne fonctionnerait pas? Donc, vous voudriez dire que si, par exemple, on fait attention à son alimentation, quelqu'un qui fait du sport, etc., ça peut arriver que malgré tout, son diabète s'accentue, et ça pour des raisons peut-être génétiques ou il y aurait d'autres raisons? Oui, il y a donc, comme je disais, le diabète de type 1, le diabète de type 2 et puis des formes héréditaires qui sont dues à
qui ont une cause génétique qui fait que la personne a un très très important risque de devenir diabétique. Et donc, pour la personne diabétique de type 1, de toute façon, un traitement par insuline est indispensable. Ça, je vous ai déjà dit. Dans le diabète de type 2, ce qu'on voit, c'est que c'est une maladie progressive. Ça veut dire que le pancréas ne produit pas assez d'insuline au moment que la personne devienne diabétique de type 2, mais le pancréas va perdre progressivement cette capacité de produire de l'insuline, ce qui veut dire qu'on doit intensifier, dans beaucoup de cas, le traitement. Ça veut dire qu'au départ, peut-être avec l'alimentation et le sport, ça va, mais qu'après 2 ans, il faut rajouter un médicament, et après encore 2 ans, il faut rajouter un deuxième, et puis encore plus tard un troisième, et puis on finit parfois par passer à l'insuline si on voit que le traitement avec l'activité physique et l'alimentation, que même cette combinaison ne permet pas de contrôler le taux de sucre. Donc dans le diabète de type 2, il faut s'attendre à ce que ça progresse, que ça devienne plus difficile à maintenir un bon contrôle du sucre. Et pour les formes héréditaires, c'est différent. Là, c'est quelque chose qu'on reçoit d'un parent ou de 2 parents qui fait qu'on devienne diabétique. Et là, c'est très, très intéressant d'identifier quelle est la cause du diabète, parce que ça permet de mieux choisir le traitement pour le patient concerné. Ça permet de réfléchir s'il faut pas faire un dépistage dans la famille, parce que on voit souvent des familles, et je pense également à des familles maghrébines qui ont beaucoup de personnes diabétiques dans la famille. Parfois, si on identifie un type de diabète chez une personne, que ça permet également de comprendre pourquoi toutes les autres personnes dans la famille sont également diabétiques, et d'adapter le traitement alors pour les apparenter. Et puis l'autre intérêt d'un diagnostic génétique, c'est pour les femmes qui souhaitent avoir des enfants. Oui. Parce que là, il y a alors la place du généticien qui peut donner un conseil avant la grossesse, pendant ou après la grossesse, pour prendre en charge ces types de diabète qui sont plutôt rares, mais quand même qui doivent être reconnus. Mais c'est bien que vous parliez de grossesse, parce qu'on entend aussi beaucoup parler du diabète de grossesse, justement. Donc, et ça, est-ce qu'il y a les mamans qui ont un diabète de grossesse, est-ce qu'elles viennent voir un diabétologue ou elles sont juste suivies par leur médecin généraliste ? Alors, le diabète de grossesse, je dirais, le principe est à nouveau qu'il faut le diagnostiquer, il faut le reconnaître. Et donc, c'est un diabète qui va s'installer au 5e, 6e mois de la grossesse et qui souvent va disparaître après l'accouchement. Mais on sait que ces femmes sont à risque pour développer un diabète de type 2 dans les années qui suivent. Des études américaines montrent que 10 ans après un diabète gestationnel, la moitié des femmes est devenue diabétique. Donc, c'est quelque chose qui apparaît pendant la grossesse, qui doit, comme pour les autres types de diabète, être bien pris en charge. Et pendant la grossesse, on est encore beaucoup plus strict qu'en dehors d'une grossesse, parce que, vous savez, pendant une grossesse, on veut que pour la maman et le bébé, tout soit parfait, que tout soit parfaitement bien équilibré. C'est vrai pour le sucre aussi, donc on va les suivre de très près. Ça peut être fait par le généraliste, c'est certainement en collaboration avec le gynécologue, et puis en fonction de la sévérité du diabète de grossesse, il peut également y avoir un suivi par un diabétologue. Et pourquoi est-ce qu'on est si concentré sur avoir un bon équilibre du sucre pendant la grossesse? C'est parce que si on ne le prend pas bien en charge, on va avoir affaire à des bébés qui sont beaucoup trop gros, qui vont donc poser un problème pour l'accouchement. Et ceci, c'est parce que quand le sucre chez la maman augmente, le sucre, il est trop élevé, il va être trop élevé chez le bébé aussi. Et à partir de ce moment-là, le bébé il va commencer à produire de l'insuline. Et donc, c'est
pas l'insuline de la maman, c'est l'insuline du bébé qui est un facteur de croissance. Et donc, ça va conduire à des bébés qui grossissent beaucoup trop et qui deviennent beaucoup trop, ce qu'on appelle un macrosome. C'est un bébé, un enfant qui est né avec un poids qui est excessif. Oui. Alors, il y a des bébés, c'est pas par rapport aux gros bébés. On peut faire des gros bébés sans avoir un diabète de grossesse. Moi, je fais des très gros bébés, mais je ne suis pas diabétique. Et quand j'ai diabète de grossesse, à chaque fois, je fais ce test-là. Et finalement, à chaque fois, on me dit non, ça va, vous êtes juste à la limite, c'est bon. Moi, je fais des bébés de 5 kilos, donc tout va bien. Donc, mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Et les mamans qui font des diabètes, je sais qu'elles doivent suivre des régimes quand même assez importants. Du coup, en tant que médecin, quand vous êtes proche des familles, est-ce que ça vous arrive aussi de faire attention à ça, de vérifier que les mamans ou les futures mamans peut-être font attention à leur régime, ne mangent pas trop de sucre? Oui, tout à fait. Dans le cadre global de notre approche de la prévention, nous disons, même quand on n'a pas de gros poids, d'ailleurs nous ciblons les gens qui ont l'air normaux. Parce que les personnes qui sont déjà en surpoids, la prévention primaire n'est plus d'application. On est déjà à un autre niveau de prévention. Nous, on sensibilise essentiellement les personnes qui se croient à l'abri de tout. Ça. Donc, pour qui tout va bien, tout allait d'aller bien. Donc, on passe toujours des messages à des personnes afin qu'elles maintiennent cette situation, cet état, et qu'elles ne se disent pas, comme j'ai rien, je peux tout faire. Parce qu'on observe souvent ça. Vous voyez dans une fête, les gens qui mangent, qui font pas attention et qui regardent dans le plat des autres en disant elle devrait faire attention parce qu'elle est ou bien parce qu'il a trop de poids, il devrait faire attention en se disant comme j'ai pas de problème, je peux y aller. Donc nous on sensibilise les gens en disant n'attendez pas venir le problème, faites attention à ceci. Donc dans les familles, on passe ces messages là systématiquement. C'est la prévention. La prévention primaire vraiment. Même dans nos campagnes en clinique mobile, nous touchons les gens qui passent et qui ont l'air... Non, on dit, vous êtes aussi concernés, faites du sport, contrôlez l'alimentation, on leur donne des conseils. Moi, j'ai une collègue qui est toute mince et qui est diabétique, qui a un diabète de grossesse, et elle n'est pas grosse du tout, en fait. Il y a juste son petit ventre de bébé, du bébé qui va arriver, et c'est vrai qu'elle est pas du tout grosse à la base, et c'est vrai qu'on se dirait, tiens, finalement, les personnes qui sont diabétiques, souvent, c'est lié avec surpoids. On se dit, c'est souvent les personnes qui vont être en surpoids qui vont développer du diabète, mais en fait, peut-être pas forcément. Docteur Knopp, je me trompe ou j'ai raison? Non, c'est tout à fait possible. Hein. Donc, on peut devenir diabétique même en absence d'obésité. C'est ça. C'est un facteur qui va favoriser le développement du diabète, mais ce n'est pas indispensable. Et donc, on voit parfois apparaître des diabètes chez des personnes qui ont un style de vie tout à fait sain. Donc, la protection n'est pas 100%. Mais, comme je disais, si on fait de la prévention primaire, comme Dr. Ndé dit, on peut prévenir beaucoup de diabète. Donc, ça n'est pas à 100% efficace. Et il y a des personnes qui, malgré un style de vie sain, correct et une activité physique, vont développer un diabète, mais c'est une minorité des cas. Oui, et alors je me demandais, est-ce que on peut avoir des complications mais liées au traitement, parce que certains patients refusent de se soigner parce qu'ils disent ah oui mais il y a des effets secondaires ou il y a des complications qui sont liées au traitement du diabète. Docteur Ndé? Bon, ça, je Docteur Knopp à répondre. Je vais juste porter ma casquette de médecin de pharmacovigilance pour expliquer qu'il n'y a pas de médicament sans effet secondaire. Mais on ne doit pas se baser sur le fait qu'il y a un possible effet secondaire pour dire qu'on ne doit pas prendre un traitement. C'est l'histoire de bénéfice-risque qu'on connaît tous, que ce soit avec le vaccin dont on parle aujourd'hui. Donc vraiment, il faut vraiment expliquer à ces personnes qu'il vaut mieux suivre son traitement médicamenteux quand c'est nécessaire, plutôt que de se dire c'est un produit chimique, je ne vais pas le prendre, parce qu'on va alors plus vite avoir des problèmes dus à sa maladie qu'à ce médicament qui, si on le prend normalement, si on a pu le mettre sur le marché, c'est qu'on a mesuré les effets possibles et qu'on s'est dit, il vaut mieux le prendre dans ces circonstances parce que ça vaut mieux. Oui. Donc, je vais laisser Dr Knopp répondre, mais après la pause, parce qu'on doit faire une petite pause avant notre toute dernière partie. Donc, on garde ça au chaud là tout de suite. Mais on en a vraiment pour 2 minutes, chers auditeurs. On est de retour avec vous dans 2 minutes après la pause et Dr Knopp répondra à cette question. Voilà, à tout de suite.
Voilà, toute dernière partie de notre émission Santé pour tous. Nous sommes avec le docteur Ndé, qui est épidémiologue et en même temps médecin qui fait beaucoup de prévention en médecine du travail aussi. Il a sa petite ASBL Prevents, il nous disait, il a sa petite roulotte qui va de commune en commune un petit peu voir les passants et leur apprendre comment bien vivre en meilleure santé. Nous avons aussi le docteur Myriam Knopp, qui est endocrinologue à l'hôpital Erasme et qui nous a éclairé de plein de choses aujourd'hui. Juste avant la pause, on parlait en fait des effets secondaires du traitement du diabète. Donc aujourd'hui, on a parlé du diabète et c'est vrai que beaucoup de personnes parfois vous disent « Ah mais moi je ne veux pas prendre de traitement contre le diabète parce que justement il y a des effets secondaires et je n'accepte pas ces effets secondaires ou je vis mal les effets secondaires ». Et donc Dr Knopp s'apprêtait à nous répondre avant la pause. Mais je pense que la réponse du Dr Ndé a été parfaite. Oui. C'est vraiment, laisser le diabète, non traiter le diabète, mais c'est vrai pour l'hypertension, le cholestérol et tout ce qui vient avec, laisser ça non traiter, ça pose un risque de santé très important. Et les médicaments sont testés avant qu'ils soient mis sur le marché. Il y a effectivement pour chaque médicament des effets secondaires, mais par rapport, il faut peser le risque-bénéfice et ça, je pense que c'est la tâche du médecin d'en discuter avec le patient et de voir quels sont les possibles risques et quels sont les avantages certains de prendre un médicament et bien sûr d'être vigilant quant aux effets secondaires si elles s'installent. Et puis d'être prêt si un traitement ne convient pas à le changer, le remplacer par un autre, parce qu'on a un éventail de différents traitements qui sont possibles. Et comme vous disiez tout à l'heure, votre idée à vous, c'est de rendre le quotidien des patients plus confortable, malgré la maladie. Donc en fait, vous allez adapter, voilà, si par exemple un traitement donne des effets secondaires et que le patient vit mal ces effets secondaires, vous pouvez éventuellement regarder si un autre traitement pourrait mieux fonctionner, par exemple. Absolument, parce que comme je vous disais, c'est une maladie chronique, donc c'est pas comme une pneumonie où il faut prendre un traitement pendant 2 semaines et puis on l'arrête. Donc il faut choisir des médicaments qui seront bien supportés, qui seront bien tolérés. Je prends l'exemple d'un médicament qui est beaucoup utilisé pour traiter le diabète de type 2, c'est la metformine. On sait que la metformine, chez certaines personnes, ça donne des crampes, des diarrhées, des nausées, des vomissements. Il ne faut pas insister. Si le patient ne le supporte pas, on arrête et on essaye autre chose. Pour la grande majorité des personnes, ça ne pose aucun problème, mais pour certaines personnes, ça ne va pas. Et alors, il ne faut pas insister. On ne peut pas imposer à une personne d'avoir des douleurs au ventre et des diarrhées pour le reste de sa vie. Ça ne va pas du tout. Et donc il y a quand même cette écoute et cette approche qui est là. Est-ce que Dr Knopp, et même Dr Ndé, la question pour vous deux, c'est est-ce que ça arrive que vous vous disiez tiens, j'orienterais bien vers un psychologue ou un psychiatre pour accompagner ce patient parce qu'il va pas bien et que c'est compliqué pour lui d'accepter cette maladie et qu'il faut peut-être une aide, peut-être plutôt psy pour accompagner le patient dans cette maladie? Oui, en tout cas, en prévention, chez nous, dans les cas qu'on voit, quand on fait nos conseils santé ou alors quand on parle aux familles qui sont en difficulté, ça c'est l'une de nos recommandations parce que voulez-vous que nous fassions, comme le docteur disait, on ne peut pas forcer quelqu'un, il faut un travail d'acceptation aussi de la situation et là mon rôle s'arrête parce que j'ai mes limites et parfois on les oriente vers des personnes ressources qui vont jouer le rôle de psychologue. Parfois c'est pas que des psychologues en tant que tels, Parfois c'est des sages, chez nous on a des sages. Ou des personnes que des gens écoutent facilement, des leaders d'opinion comme ça de communauté. Et donc ça, ce sont des personnes importantes pour nous pour faire comprendre certaines choses. Et ça marche pour beaucoup de choses aussi. On parlait c'est peut-être pas le sujet, certains problèmes de prévention globaux où on a des mauvaises intoxications. Parfois on passe par des personnes qui peuvent bien parler et conseiller des gens pour comme faire accepter. Vous voulez dire comme, par exemple, en fonction de la culture, des personnes proches culturellement qui pourraient peut-être parler, sensibiliser à la problématique. Dans certaines communautés, on a encore cette approche où les leaders communautaires sont très écoutés
Et j'ai toujours cette casquette d'épidémiologiste quand je travaillais à l'OMS ou dans les Médecins sans frontières et tout, dans les pays africains par exemple. On a parfois, quand on arrivait avec une campagne de vaccination, de santé, les gens s'enfuyaient, ils ne voulaient pas. Et quand on expliquait aux chefs de la communauté les bienfaits et tout, ils étaient plus facilement écoutés par leur communauté et ça passait facilement. Donc parfois, on touche des personnes qu'on peut écouter et qui ont déjà une certaine aura de communicants. Et ici, c'est les psychologues. On s'est rendu compte qu'ici, c'est les psychologues. Donc nous, oui, quand en Occident, on a plus, on va plus chez les psychologues. Voilà. Quand on a ce problème chez les diabétiques qui sont dans le rejet, on les réfère aux psychologues. Ouais. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même, c'est quand même important aussi qu'il y ait des personnes ressources autour de la personne diabétique. Vous pensez qu'il y a quand même que la famille puisse être là, surtout en cette période de Covid, on disait ça tout à l'heure, on est quand même fort isolé et donc c'est quand même pas si évident que ça de gérer le diabète il n'y a pas que l'activité physique, mais il y a aussi l'aspect réseau, parce que là vous dites, tiens, finalement, si on a accès à une personne qui peut parler à tout le monde de manière préventive, alors on touche plus de personnes, mais ici quasiment tout est fermé, donc c'est beaucoup plus compliqué. Heureusement on a développé les Teams, voilà que le docteur Knop est à distance, on est comme si on était tous ensemble ici. C'est vrai. Et ici aujourd'hui, tout ce matin encore, le club de Prevent s'est fermé, mais on le fait en Teams, par exemple. Je crois que parce qu'il y a des associations de diabétiques, beaucoup d'associations qui s'occupent des diabètes, si avec cette crise sanitaire, on réussit à créer un réseau d'écoute, de communication, ça peut les aider à garder une certaine motivation dans la prise en charge, dans les soutiens mutuels. Et ça, c'est quelque chose les équipes des maisons médicales devraient peut-être songer à créer ce réseau pour garder ces activités. Sinon, c'est parfois difficile. Dans les maisons médicales, il y a des infirmières qui font un peu de la prévention aussi. C'est des infirmières en santé communautaire. Oui, elles font de la prévention un petit peu. Et tiens, Dr Knop, à l'hôpital Erasme, est-ce qu'il y a des groupes de parole pour les personnes diabétiques ? Tout à fait, oui. J'ai parlé de kinésistes, de diététiciennes, mais les psychologues font bien évidemment également partie de l'équipe qui prend en charge les personnes diabétiques, pas seulement au diagnostic ou au début de la maladie, mais comme je vous disais, en cas de dépression par exemple, je pense que c'est très important d'également avoir une prise en charge parce que pendant la dépression, bien s'occuper de son diabète, c'est quasi impossible. Donc, c'est certainement une situation qui doit être prise en charge. Et je rejoins ce que le Dr Ndé dit. Je pense le fait d'être bien entouré, pas seulement par les médecins et par l'équipe paramédicale, mais également par ses proches. Je pense que ce soutien, je pense que c'est une source de bonheur et de bien-être de toutes les personnes. On ne se sent pas seul. Et même, je dirais, les groupes de parole, ça peut avoir tout son sens aussi. Le fait de rencontrer des personnes qui souffrent aussi de diabète. Le même problème. Et moi, je pense aussi, par exemple, des mamans qui ont des enfants qui souffrent de diabète. Parfois, il y a aussi les mamans qui disent, j'aimerais bien parler avec d'autres mamans qui ont aussi des enfants qui ont du diabète. Et ça existe, ça, je suppose. Il doit y avoir des associations qui existent et qui font ça. Je crois que je ne sais pas si le docteur Knop connaît docteur Valkenir, je sais pas, il y a un docteur diabétologue. En tout cas, nous, on travaille avec un réseau de diabétologues, mais avec l'association aussi, il y a une association du côté de Uccle là, qui s'occupe de diabétiques. Et ils ont tous ces réseaux-là où les gens sont en connexion, ils partagent pas mal de choses. Mais ici, justement, je disais que pendant cette crise, ce serait bien qu'ils continuent ça par les réseaux. Oui, on a dû se mettre à jour. Nous-mêmes aussi, à l'Espace Santé Famille, on a dû acheter du matériel pour pouvoir se mettre à jour. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est important, ce soutien mutuel. Parce que quand une maman est en difficulté avec sa famille, son enfant, ce serait peut-être bien de partager ce que l'autre vit et ça peut parfois marcher d'échanger les difficultés comme ça. Mais donc, on peut dire aux auditeurs qu'il ne faut pas hésiter à aller vers les associations qui existent. De toute façon, Google est là pour nous donner toutes les informations. Mais je veux dire, s'il y a des associations qui existent justement pour l'accompagnement des personnes qui souffrent de diabète, on peut tout à fait aller vers ce genre d'association pour discuter de ça. Oui. On ne demande que ça. Oui, ça c'est hyper important. Donc, il ne faut pas rester seul par rapport à cette maladie, on l'a vu.
Donc c'est vrai que voilà, c'est pas évident. Moi j'entends toutes les complications qu'il peut y avoir. On a parlé de la médication, des effets secondaires, de la peur de certains patients des effets secondaires, de l'importance de la prévention aussi. On a parlé aujourd'hui. On a parlé aussi de l'exercice physique qui est hyper important aussi. Que il faut pas prendre les escalators, il faut marcher, prendre les escaliers quand on va faire les courses. Il faut courir après ses enfants dans les magasins. Donc voilà, tout ça c'est des moments où on peut faire du sport, mais je pense que voilà, on a été très complet. Ce qui serait chouette, c'est que peut-être donner un dernier conseil pour nos auditeurs par rapport à cette maladie qui touche quand même pas mal de personnes aujourd'hui. Dr Knopp disait 8% de la population belge, donc en Belgique c'est 8%, c'est quand même un chiffre assez élevé. Et est-ce qu'on pourrait donner quelques petits conseils, je commence par Dr Ndé, pour les personnes qui souffrent de diabète en Belgique? Eh bien, moi, je vais tirer la couverture de mon côté. Je suis sportif. Je vous l'ai dit, n'ayez pas peur, pratiquez des exercices physiques. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire dans une grande salle. Au quotidien, marchez, exercez-vous, partagez votre quotidien avec les autres personnes qui vivent la même situation. Mais n'hésitez pas à contacter votre médecin. Ne faites pas d'automédication. Ça, c'est fondamental. Oui, il y a beaucoup de gens qui font ça aussi, qui prennent des petits... Vous aviez dit ça tout à l'heure, qui prennent des traitements un peu... prends des tisanes de ça, frotte-toi avec des oignons et des choses comme ça. J'entends il faut absolument contacter son médecin, c'est lui qui sait le mieux ce qui va pour vous. Oui, voilà. Et Dr Knopp? Moi, je rejoins ce que le docteur Ndé a dit, mais je voulais dire, et là je parle comme diabétologue qui travaille dans un hôpital universitaire, que on est là pour vous. Je vois la prise en charge d'une personne diabétique comme un partenariat entre la personne et l'équipe, pas juste le médecin, mais toute l'équipe qui est autour. Et je voulais aussi dire que quelque chose qui peut-être donner un sens et un espoir aussi, c'est qu'il y a la possibilité de participer à des études, à des projets de recherche qui permettent de mieux comprendre le diabète. Donc, n'hésitez pas, on a des projets sur le diabète de type 1 où on fait des études même chez des apparentés non diabétiques de personnes qui sont diabétiques de type 1. On a des études pour évaluer de nouveaux traitements pour le diabète de type 2. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. Et je dirais cette participation de patients diabétiques à cette recherche, elle est essentielle parce que sans eux, on ne sait rien faire, on ne sait pas avancer. Donc, je pense que là aussi, il y a un partenariat. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que parfois il y a une distance entre les chercheurs, les professeurs dans les universités par rapport aux spécialistes et le patient. Et parfois les patients ont peur d'aller vers les professeurs et les chercheurs. Et c'est vrai que pour faire avancer la science, n'hésitez pas alors à prendre contact et à aller dans les hôpitaux vers justement les spécialités comme la diabétologie. Donc voilà, et ça c'est vrai que c'était un très beau message aussi, c'est de pouvoir faire avancer la science et pouvoir mieux aider les personnes qui souffrent de diabète. Donc oui, tout à fait. Voilà. Un de mes patients disait qu'il voulait bien participer à un projet de recherche et que c'était pas pour lui, mais pour les générations futures. Et je trouvais c'est beau ça. Oui, c'est très chouette beau à entendre. Et écoutez, je vous remercie vraiment tous les deux d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment très chouette. On a appris plein de choses aujourd'hui. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous avez appris plein de choses, tout comme moi. Donc, vous pouvez retrouver le Dr Knopp à l'hôpital Erasme. Donc, elle consulte là-bas. Et le Dr Ndé qui consulte... Prevent ASBL. Prevent ASBL. Et c'est Molenbeek. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nos spécialistes, ils sont là pour vous. Et moi, je vous retrouve samedi prochain dans notre émission Santé pour tous. Vous aurez le podcast de l'émission, normalement demain après-midi, lundi au plus tard, sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. À très bientôt. Merci beaucoup. Bon après-midi et merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Knopp.